Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Moussa Moïsila, Tamba Milimuno, Roby, Lamine Guérassi forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Vous nous écoutez partout en Guinée. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Bokeh. Là, vous nous écoutez sur 99.7. À ceux qui nous écoutent du côté de l'Abbé, 99.7 également. Même fréquence du côté de la Guinée forestière. Vous êtes à Lola, vous êtes du côté de Nzérékoré. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Cancan écoute Radio Espace à travers 99. Vous êtes à travers le monde. Vous nous écoutez évidemment via les bouquets Canal+, entre autres en canal 538, si vous voulez écouter Radio Espace. Sinon, ça se passe avec Sola Media aussi sur Facebook. Bienvenue à vous si c'est maintenant que vous le faites en ce lundi. Nous sommes le 22 juin 2020. Mesdames et messieurs, toute l'équipe au complet. Prince Diallo à la réalisation ici à la radio, assisté de Mohamed Camara, Steve le Guinéen Camara, Alassane Diallo l'homme de nuit. Merci à Mafata Sano, à Lamine Sidibé évidemment qui nous accompagne tous les matins. Mesdames et messieurs, plusieurs mots s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ça se passe là, #EspaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Soit c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans la deuxième partie de notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. À la une, il faut le rappeler, il faut le dire, il appartient désormais donc au président Alpha Condé d'entériner donc ou invalider la date de l'élection présidentielle donc attendue pour fin 2020, comme le veut donc la loi. La Commission électorale nationale indépendante a soumis pour décision au chef de l'État la date du 18 octobre prochain pour la tenue donc du scrutin plus attendu en Guinée. Cependant, ce n'est pas évidemment fait dans le tuyau de l'oreille. L'essentiel des opposants du régime n'a pas fait mystère, en tout cas de son intention de faire vent debout, il faut le dire, contre tout chronogramme dont l'aboutissement serait le maintien d'Alpha Condé au pouvoir. Sous quelle réserve appréhende-t-il la date du 18 octobre 2020? Nous essayons de comprendre ce matin dans notre émission Les GG. Comment compte-t-il se faire entendre? Successivement dans notre émission ce matin, mesdames et messieurs, vous allez avoir évidemment des opposants qui vont intervenir dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Direction le Mali. Au Mali, le mouvement du 5 juin ne dérange pas. Oui, vendredi dernier, des milliers de manifestants ont réclamé donc à corps et à cri qu'Ibrahim Boubacar Keïta IBK rende le tablier. C'est la deuxième manifestation donc du genre en l'espace de seulement 2 semaines, maintenue donc malgré les efforts de conciliation posés par le président IBK, à qui des voisins ont conseillé pour la paix d'installer donc un gouvernement d'union nationale et d'aller à des législatives partielles. Mais pour évidemment IBK, c'est pas évident. Ces mesures ont comme pissé donc dans un violent, puisque l'influent homme de Dieu et ses troupes continuent évidemment de promettre des misères au président IBK. Quelles sont les dates, les récriminations portées donc contre IBK? Comment celui-ci s'en défend-il? Nous essayons de comprendre ce matin dans notre émission Les GG. Mahmoud Diko, leader de M5-RFP, Amadou Koïta, président du Parti Socialiste, Yélène Koura, ils vont successivement intervenir ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée avec cette équipe ce matin. Un peu sonné, hein? Bonjour Nabi. Bonjour Lamine El Guérassi. Bienvenue. Comment ça va ce matin? Ça va. Le week-end à Conakry? Vous sur les îles, ça va? Oui, ça va. Un week-end de travail, mon cher ami. Un week-end de travail, mais vous n'avez pas manqué de montrer à toute la communauté Facebook que vous avez un beau corps. Pas du tout. Je ne suis pas du tout sur Facebook, moi. Il faut dire mes community managers. Vos photos ont fait le tour de la toile avec la musculature de la mine, mais tout ça, c'est dans un but. T'es jaloux, c'est un peu ça. C'est un peu comme Rariman ce matin. Non, mais écoutez, allez, vous montrez. Il faut l'avouer, Moussa. C'est incroyable. Le Diakanké musclé, il fait le geste. C'est pas pour rien, on est turbo, mon cher ami. Il fait le geste en l'honneur de George Floyd. Et puis, non, mais c'est incroyable. Vous voulez montrer aux gens que vous avez encore du tonus, je te jure. Oui, Moussa, j'ai pas 50 ans pour l'instant. D'accord. Voilà. Vous êtes un jeune vieux alors? Oui, je vais avoir 43 ans, j'ai dit, mon cher ami, pour ton information. Allez,
Bien. Apparemment, c'est tabou en Guinée de ne pas dire son âge. Hein. On m'a dit ça sur les îles. C'est bizarre. Ouais, je te le jure. Je n'ai pas compris. Bonjour, Fauté. Kissi Fauté, bonjour. Tamba Zakari Milimono. Il n'y a pas de Kissi Fauté à Tamba Zakari Milimono. Bonjour, Lamine. Comment ça va ce matin? Bonjour à tous. Non, je vais très bien. Un week-end à Conakry? Oui, totalement. Ouais. Totalement à Conakry. En train de méditer, quoi. Ouais. Bon, enfin, de se reposer aussi, de fuir tout ce qui est politique, même si après, on observe aussi, on écoute, on a suivi tout ce mini-remaniement. Ouais. Forcément, on en parlera. Et donc, c'était vraiment cela à la maison. Et puis, j'avais ce tour habituel que j'ai les dimanches ici en studio pour la production de l'émission chrétienne Porte d'Espérance. Oui, avec le pasteur Samuel Téliano. Samuel, voilà, Téliano. C'est bien ça. J'écoute ça, hein, c'est bizarre. Hein, sincèrement. Bah, c'est bien. Bonjour, Jacques Levalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. On peut dire désormais Jacques le rebelle. Non, le rébellé. Le rébellé, parce que on veut me pousser. Exactement. C'est un peu plus frustré qui veut le pousser à la rébellion. Ouais, un peu plus rebelle, un peu plus pugnace. Ouais, c'est bien cela. C'est ce qu'on attend. Ouais. Allez, on a suivi ce week-end, hein, mon cher Moussa Moïstila, les cas de viol. On en parle encore ce matin, mon cher Moussa Moïstila, parce que j'ai vu dans votre JT, comment peut-on expliquer, évidemment, je ne vais pas dire de recrudescence, parce que tous les jours on en vit de toute façon maintenant. Ça devient assez grave, parce que je trouve qu'il y a un problème. Si ces cas se multiplient et que ça veut dire que ça nous amène à nous poser une question. Est-ce que l'arsenal juridique que nous avons est assez puissant, est assez fort pour amener tous ceux qui ont ce genre d'intention à refréner un peu leurs ardeurs? Est-ce que juridiquement nous avons tout ce qu'il nous faut comme outil pour essayer d'éradiquer complètement ce crime dans notre pays? Je trouve que soit nous avons un problème au niveau de l'arsenal juridique, ou bien nous avons un problème au niveau de l'application de ce que nous disent les textes de loi en la matière. Justement. Parce que si, à ce niveau, je pense que si les choses étaient beaucoup plus coriaces, on aurait quand même réussi à freiner un tout petit peu les envies torrides de ces criminels. Mais il n'en est absolument rien. Le crime lié donc au viol continue de plus belle, et ceux qui touchent, ce sont des anges, des candides, donc qui n'ont absolument pas connaissance du bien ou du mal, qui sont souvent les pauvres victimes. Voilà, on va revenir dans un instant, Moussa, il faut le rappeler. Une fille âgée d'environ 16 ans donc vient d'accoucher d'une fillette avant donc de l'étrangler donc à mort. Il faut le rappeler, ça s'est passé ce week-end à Conakry. Elle a été interpellée, elle reçoit donc le soin intensif du côté du centre médical de Matam. Les faits se sont déroulés donc ce vendredi à Kisoso, dans la commune de Matoto, à Kapororaï. C'est un viol sur mineur qui a abouti donc à une grossesse. Maman de Calisso a mené évidemment cette enquête. Regardez et on revient. Elle donne naissance à une fille et la tue en complicité avec une de ses amies. Le corps du bébé a été jeté sous le pont qui sépare Kisoso et Anta. C'est là où elles ont été interpellées. La nourrice est alitée actuellement au CMC de Matam. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, elle a perdu assez de sang. Constatant ces faits, nous tout de suite on l'a prise d'urgence pour l'envoyer au CMC de Matam. De ce côté, c'est là il faut saluer vraiment la promptitude des médecins. Et les médecins nous ont reçus et tout de suite les soins ont commencé. Ils nous ont demandé d'envoyer du sang. Lorsque les médecins vont nous rassurer que c'est stabilisé, on va procéder à son audition, voir quelles sont les raisons réelles qui l'ont motivé à commettre cet acte. Ses parents interrogés affirment qu'ils ne savaient pas que leur fille était enceinte. Cela relance la question sur l'éducation sexuelle et le tabou qui l'entoure. Ces défenseurs des droits humains suivent le dossier et réclament justice. Si elle nous donnait cet enfant, on pouvait mettre cet enfant à l'internat pour que cet enfant bénéficie de ses droits. Mais vu que cet enfant a été tué, donc c'est un crime et nous condamnons les crimes. Donc nous allons poursuivre le dossier à la justice. De l'infanticide, on passe à un viol sur mineur qui a abouti à une grossesse. Le crime a eu lieu à Kapororaï, dans la commune de Ratoma. Le présumé violeur, âgé de 45 ans, dit avoir agi sous l'influence de Satan. La victime est sa fille adoptive. D'après les résultats de l'échographie, elle attend des jumeaux. L'échographie démontre que c'est des 2 jumeaux. Et la fille n'a que 16 ans. La fille est très affaiblie. Donc s'il n'y a pas un suivi, c'est très difficile. Mais nous, par la qualification, vraiment, nous, les officiers de police judiciaire, nous disons que viol sur mineur,
Mais le côté de l'inceste, ça reste à désirer. C'est l'appréciation sera donnée par monsieur le procureur de la République. Le présumé violeur, qui est charlatan, a été déféré devant le parquet de Dixine. Depuis l'installation de cette brigade, il y a 5 mois, près de 20 dossiers de viols sur mineurs ont été traités, sans compter les abandons d'enfants, les violences conjugales. Seul bémol, la brigade est sous-équipée. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Cher Moussa, un reportage de Mamadou Kalisso et de Lamine Silla. Tout à fait. Ouais. Je trouve qu'il y a quand même lieu de mentionner que les réformes entreprises entamées par le haut commandement de la gendarmerie au niveau de certaines brigades portent un tout petit peu fruit. Oui. Nous avons des officiers de police judiciaire qui sont vraiment bien, qui ont la tête sur les épaules, parce que sortis des universités, la formation, j'ai un peu suivi cela, la sélection n'a pas été du tout facile. Il fallait vraiment répondre à certains critères, tant physiques qu'intellectuels, et ça porte fruit parce que les enquêtes qui sont menées sur le terrain, surtout pour les cas liés au crime, au viol, ce sont des enquêtes qui sont menées quand même des mains de maître. Je pense que c'est quand même quelque chose à féliciter. Ensuite, moi, je trouve que Satan est responsable de beaucoup de choses dans ce monde. Satan, il est coupable de tout. Il est coupable de tout, et Satan, c'est pourquoi tous les dimanches, d'ailleurs, Tamba et son église ne manquent pas de lui donner des coups de fouet sur les fesses. Et je trouve que c'est normal parce que Satan, il nous emmène deux fois dans des situations assez compliquées. Regardez le cas de cette jeune fille. Non seulement vous êtes charlatan, donc vous vendez des illusions, vous vendez des rêves que vous n'avez pas vous-même. Les grandes gueules. Vous pensez disposer de certains miracles que vous ne pouvez pas appliquer sur votre propre vie. Parce que moi, c'est cela mon problème avec les charlatans et certains marabouts. Soit vous êtes capable de créer le bonheur et vous êtes vous-même l'expression du bonheur que vous tentez de me vendre, ou bien vous n'êtes absolument rien qu'un vendeur d'illusions. Je pense que ce monsieur, il mérite condamnation, il mérite la prison à perpétuité. Et moi, je voudrais qu'au niveau que le nouveau Parlement se penche sur cette question. Le projet fait son travail. Les officiers de police judiciaire font leur travail. Les parents, c'est vrai qu'il y a le poids du silence, il y a le poids de la société, et quelquefois le poids de la religion, parce qu'on amène souvent les familles pour des raisons liées à la dignité, pour des raisons liées comment on appelle, pour des raisons liées donc à l'honorabilité de certaines familles, on amène souvent les victimes à ne pas mettre sur la place publique certains cas de viol. Mais il faudrait qu'on renforce notre arsenal juridique et qu'on soit intransigeant là-dessus. Et ça doit passer par l'Assemblée nationale. Toute personne coupable de viol et donc admis qu'il est violeur parce qu'il y a eu une enquête et l'enquête a abouti à sa culpabilité, mais toute personne donc coupable de cela doit rester en prison jusqu'à la fin de ses jours. Il faudrait que l'arsenal juridique soit renforcé. C'est bien. Si tu touches le doigt en fait à un problème, parce que ce matin, moi j'ai écouté les auditeurs, tous qui sont intervenus disaient la justice, parce qu'on a pris le cas de ce que vous dénoncez ici il y a une semaine de Yimbaya. Voilà. Ben pour l'instant, c'est silence radio, on ne comprend pas. Par exemple, pour ce cas, c'est un jeune, on nous apprend qu'il est mineur. D'accord, il est mineur. Il a été confié. Il y a un tribunal pour enfants. Un mineur qui viole. Bon, il y a un tribunal pour enfants. Ça se fait. Il y a un tribunal pour enfants, donc pour des cas comme ça spécifiques, ce sont des enfants, on les appelle même pas des détenus, ce sont des enfants en conflit avec la loi. Les grandes gueules. Et on les confie à un centre spécialisé, donc notamment le centre SOS qui est du côté de Sophonia, qui donc recueille ces enfants, qui les éduque, qui essaye de leur faire oublier un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'il y a certains enfants qui sont victimes de sévices et tout cela, pour des cas de viol, donc ils purgent un tout petit peu leur peine là, avant d'être remis dans la société. Pour les enfants, c'est un tout petit peu compliqué, les adolescents. Mais je vous dis, pour des personnes qui sont adultes, qui ont toute la faculté de leur mouvement, qui ont donc la faculté mentale en bonne place, qui s'adonnent à ces cas de viol, je pense que la société doit être intransigeante sur ces questions-là. Il faudrait que notre arsenal juridique soit revu et que ces personnes sachent que lorsqu'elles sont coupables de viol, elles finiront leur jour en prison. Si cela n'est pas fait, on ne pourra pas décourager ceux qui ont des envies de ce genre-là. Parce que
faites un peu, allez à le projet, vous demandez des statistiques. Ouais. Vous allez prendre votre tête. Ouais. Parce que c'est quelque chose de négocié. Vous irez en prison pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, la famille, avec l'intervention de certaines notabilités, on réussira toujours à dire, ben, la famille a retiré sa plainte et tout cela. Mais quand on condamne au nom de la société. Ouais. La famille ne peut pas, ne doit pas venir intervenir, même si elle retire sa plainte. Il faudrait que l'on le sache. Si on ne le fait pas, les viols ont de beaux jours devant eux. Ben ouais, ça continue à progresser. Mon cher Tamba, les auditeurs qui pointent du doigt la justice. La justice, mais à mon avis, la question est plus complexe que cela. Complexe. Oui, absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de tenants à devoir intégrer dans la prise en charge de ces cas de viol, mais de ces cas de violence basés sur le genre plus globalement. Alors, ce qui apparaît comme une aberration dans le propos du monsieur lorsqu'il dit que c'est Satan qui m'y a poussé, en fait, quand vous l'étudiez de plus près, vous vous rendez compte en fait que ça a tout son sens dans la société que nous avons aujourd'hui. On tue, par exemple, la situation des albinos. Il y a pas mal de sacrifices autour d'eux. Ouais. Mais même ces personnes qui se distinguent dans la société, qui réussissent à faire leur petit bonhomme de chemin et à se faire entendre, parfois leur vie est menacée du fait de ces pratiques rituelles et sacrificielles. Ouais. Ça existe dans notre pays, ce charlatanisme, ce fétichisme, ça fait finalement que tous ceux qui ont... ça fait finalement que les hommes eux-mêmes perdent un peu de leur humanité, se plient à des desseins à des desseins occultes, je dirais. Finalement, on ne comprend pas les logiques du tout. Sinon, moi, j'ai encore très jeune, je me rappelle de cette scène-là où on a trouvé une dame avec un fou, qui était en plein repos de guerrier. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a même aidé la dame à se sortir de là. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Repos de guerrier. Un repos de guerrier. Oui, parce que tout simplement, le marabout lui a dit, pour garder ton homme à la maison, il faut que tu partes avec un fou. Vous allez voir des folles qui sont enceintes. Qui les a touchées? Ce sont parfois des gens qui veulent gagner beaucoup d'argent. Et c'est la société. Oui. Notre société est faite finalement comme ça. Ce charlatan, peut-être qu'il peut invoquer Satan, ça devient l'excuse... facile. Mais en réalité, il est bien possible que parfois, il soit sous l'emprise de tous ces pouvoirs que nous avons. Et Moussa Moïse parlait de vente d'illusions, mais c'est cela, l'essence de leur travail. Ce sont de très bons psychologues qui savent quoi vendre et comment surtout le vendre. Ce n'est pas pour rien que la Bible parle de Satan comme le menteur et le manipulateur. C'est en raison surtout de cela. Ça, c'est un premier aspect à prendre en compte. Et ça peut être réglé effectivement lorsque la loi agit d'une manière rigoriste et qu'il n'y ait pas de compromis particulier. Justement, parce que ce qu'il nous dit ce matin, Moussa, les statistiques du côté de le projet, mais tout ça, on se dit, ce n'est juste pas normal. La mine, c'est inquiétant. Ami. Bah oui. Lorsque vous parlez des violences basées sur le genre, vous voyez que la Guinée se figure en pole position aujourd'hui dans les classements africains et mondiaux. Et tout ceci, ce n'est qu'inquiétant. Je disais que la question de la prise en charge, elle est plus complexe qu'une simple mesure due à la loi. Je pense qu'il faut aller plus loin. Vous êtes dans une société où quand vous êtes violé, vous la femme, vous êtes mal vu. Vous êtes ostracisé. Vous devenez comme souillé. C'est aussi ça. Mais oui, on a vu cette dame du côté de Sigiri qui est passée dans notre émission ici. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, on parle souvent des enfants violés, des femmes et tout ça. Il y a des hommes violés aussi, les gars. Non, Lamine, on va en parler. Mais je vais terminer. Non, mais attendez, je sais de quoi je parle. Lamine. Comment ça? Non. Oui, tout ça, c'est bon. Mais ce qui est plus... Mais si tu savais, Moussa. Ce n'est qu'une exception. Je vais terminer. Il n'y a pas d'exception. Je veux terminer. Mais c'est la réalité. Les gens ont peur de s'exprimer dessus. Je veux terminer. Non. Je veux terminer. Violé par qui? Par des femmes. Non, si Lamine est si convaincu que ça, ben oui, je sais de quoi c'est qu'il a de bonnes raisons. Ben oui, j'ai des bonnes raisons. C'est que tu sais de quoi tu parles. Ben oui, je sais de quoi je parle. Absolument. Voilà. Non, que des sujets ramassés. Comment ça? Non. Comment ça, Moussa? Écoute, Lamine, je veux terminer. Mon Dieu. On est en Afrique. J'aimerais terminer. Je sais qu'on est en Afrique. Maintiens qu'il y a des femmes du côté de Lambani qui ont créé un club. Mais si je te dis, tu vas prendre ta tête. Eh ben voilà. Ben oui. Bon, je veux terminer en disant
Les grandes gueules. Ça, c'est tes informations là. Sur la tête de mes enfants, c'est vrai. Ben voilà. Waouh. Vas-y. Ok. Donc, je disais que il y a la loi, il y a l'application de la loi, mais il y a des mesures de prise en charge qu'il faut prendre en compte, des mesures d'accompagnement pour ces personnes qui sont victimes au plan psychologique, au plan matériel. Aujourd'hui, ça relance le débat du département de l'action sociale. C'est un département qui n'est pas suffisamment accompagné. Tout ce qui est réussi par ce département, il faut le dire, ça l'est en grande majorité grâce à l'accompagnement des institutions et des organisations que nous avons sur notre territoire. C'est grâce à l'animation de leurs actions qu'aujourd'hui, il y a des réponses qui sont, même le projet dont on est en train de parler, ôter la part des institutions internationales dans l'accompagnement budgétaire, vous allez comprendre finalement qu'il n'y a plus rien. Et donc, c'est important que la Guinée parvienne à une véritable politique de prise en charge et de gestion de ces violences basées sur le genre. Lorsqu'on a une telle documentation, il faudra aller justement à la mobilisation des ressources, à la fois humaines, mais aussi des ressources matérielles et financières qui permettront de trouver une solution holistique à ce problème qui perdure dans notre société. Allez-y, Jacques Livalino. Oui, je voudrais commencer par dire clairement qu'il faut que la justice fasse son travail parce qu'on se rend compte que ce soit du côté de l'OPROGEM qu'au niveau de la nouvelle brigade, il y a des efforts qui sont fournis, soit même si par le passé on continuait à dire bon, il y a des pesanteurs socio-culturels qui pèsent sur des familles et ce qui les empêche bien entendu de déclarer les cas de viol. Actuellement, il y a quand même certains qui prennent le courage, voire même les victimes prennent le courage de dénoncer, n'est-ce pas, leur bourreau. Et après, il y a des difficultés parce que la justice ne fait pas son travail au bout. Mais je veux dire aussi qu'il faut qu'on revoie le problème sous l'autre angle. C'est-à-dire que ce qui doit être fait pour éviter que ça puisse continuer. Il y a la sanction, d'accord. Mais est-ce qu'on peut travailler de manière à ce qu'il y ait moins de viols? Parce que si je prends, parce que j'enlève les bébés, si je prends une fille de 16 ans, comme celle qui s'est fait enceinte à Kaporo. C'est à Kaporo. Oui. On a trouvé le corps du bébé du côté de... Non, je parle de Kisoso. Oui. Le viol, c'est à Kaporo. Oui, le viol, c'est à Kaporo. C'est du côté de Kisoso. Mais la violée, là aussi, s'est fait enceinte. D'après ce que j'ai écouté. Parce qu'on me dit qu'elle porte des jumeaux. Donc, je me pose bien la question parce que... Une grossesse, je crois, ça peut arriver au cours d'une seule fois, ça peut arriver aussi au cours de plusieurs fois. Ça veut dire qu'elle a entretenu des relations avec ce monsieur charlatan. Il y a donc des problèmes à se poser sur l'éducation qu'on est en train de donner aujourd'hui au niveau des familles. Il y a pas longtemps, je crois, il y a 2 semaines de cela, on avait eu des images comme ça. Je m'étais posé énormément de questions. C'était venu aussi du côté de la police, où 2 jeunes filles, 2 sœurs, je veux dire, se sont retrouvées chez un homme, un Nigérian, et après, on nous apprend qu'ils se sont fait violer, qu'elles se sont fait violer, toutes les 2 sœurs qui se fassent violer par un seul homme. Les grandes gueules. La plus grande avait aussi 16 ans. Donc, quand on a très bien compris la chose, c'est que la grande entretenir des relations avec le monsieur et c'est elle qui a amené, n'est-ce pas, sa jeune sœur et puis il y a eu, n'est-ce pas, cette scène-là. Donc pour les jeunes filles de 16 ans, il faut énormément se poser des questions sur l'éducation qu'on est en train de leur donner au niveau des familles. Parce que un viol qui s'entretient, on cache, c'est pas la famille qui a caché, si je comprends bien. C'est la fille elle-même qui a caché jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement, elle porte la grossesse de celui qui ne l'aime pas en réalité, mais qui a entretenu ce type de relation, n'est-ce pas, avec elle. Je pense qu'il faut davantage équiper, bien sûr, le projet, mais il faut que les mécanismes soient créés pour que l'éducation sexuelle, l'éducation au niveau des familles soit véritablement renforcée. On ne pourrait pas créer une école spéciale pour cela, mais il faut que chaque famille puisse, n'est-ce pas, prendre sur elle la responsabilité, n'est-ce pas, d'éduquer davantage, n'est-ce pas, ses enfants. Du côté, pour celle qui a jeté, n'est-ce pas, son bébé du côté de Kisoso, là également, il faut se poser énormément de questions. Parce que c'est elle qu'on a mis la main sur elle. Il faut qu'elle ait le courage de dénoncer quand même celui qui est auteur de cette grossesse. Parce que
Parce qu'apparemment, ses parents ne savaient même pas du tout qu'elle était enceinte. Hein. C'est là est ce que j'apprends. En fait, elle a eu peur de la réaction de son environnement, c'est ça. Ouais. De la réaction de la famille, et puis peut-être, qui sait, peut-être l'homme n'a pas voulu prendre la responsabilité. Ouais. Donc il faut qu'on puisse dialoguer avec elle pour qu'elle puisse, pourquoi pas, donner le nom, n'est-ce pas, de celui qui est auteur de cette grossesse. Ça peut aider. Voilà, une phrase vers la Tamba. Une phrase, la justice. Ouais. Je parle de la vraie justice. Oui. Elle a le don les grandes de gueules. réparer certains torts. Elle a le don de façonner les comportements. La preuve, c'est que nous avons quand même réussi à adopter un certain nombre de comportements liés à la lutte contre la Covid-19 parce qu'il y a une loi, il y a un décret qui a été pris dans ce sens qui nous oblige à le faire. Il faut que la justice soit le fer de lance du combat contre ces cas de viol. Ensuite, n'oublions pas une chose. Si toute personne qui a en elle la sensation d'être un pervers narcissique, qui ne peut pas, qui a des envies, qui a des pulsions qu'elle n'arrive pas à maîtriser, si cette personne sait qu'au bout du fil, au bout du tunnel, elle finira en prison, elle va pourrir en prison, je pense qu'elle réfléchira 1000 fois avant d'agir, de faire descendre la braquette. Bien, vous êtes chez les GG. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons faire lecture de quelques messages pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Il faut le dire, il appartient désormais au président de la République, Alpha Condé, d'intériner ou d'invalider donc la date de l'élection présidentielle attendue pour fin 2020. Comme le veut la loi, en tout cas, la Commission électorale indépendante nationale, CENI, a soumis pour décision au chef de l'État la date du 18 octobre prochain pour la tenue donc du scrutin la plus attendue en Guinée. Et cependant, ce n'est pas fait évidemment dans le tuyau de l'oreille. L'essentiel des opposants au régime Condé n'a pas fait mystère, en tout cas, de son intention de faire vent debout contre tout chronogramme devant donc l'aboutissement serait le maintien d'Alpha Condé au pouvoir. Sous quelle réserve apprennent-ils donc la date du 18 octobre prochain? Comment apprennent-ils à se faire entendre? Nous posons toutes ces questions ce matin. Dr Faya Milimono, il sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Nous allons joindre aussi également Fodé Mariga. Lui, il est ancien député du côté de l'UFDG. Ils vont intervenir successivement en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Et puis, l'autre titre de l'actualité, mesdames et messieurs, il faut le dire, au Mali, le mouvement du 5 juin ne dérange pas. Vendredi dernier, des milliers de manifestants donc ont réclamé à corps et à cri le 10 matin Tamba, qu'Ibrahim Boubacar Keïta rende le tablier. C'est la deuxième manifestation du genre, en tout cas, en l'espace de seulement 2 semaines. On essaie de comprendre ce matin avec Mahmoud Diko, leader donc du M5 RFP, Amadou Koïta, président donc du Parti Socialiste, Yelema Koura, et seront ce matin en direct chez les GG sur Radio Espace Guinée. Vous avez sans doute suivi ce week-end avec le remaniement qui est intervenu, mon cher Moussa Mouissila. Léger remue-ménage, je pense qu'il faut l'appeler comme ça. C'était dans l'air depuis, je pense, les élections législatives. Au lendemain donc des législatives et du référendum, on s'attendait à ce que le président de la République retouche un tout petit peu le gouvernement, parce qu'il nous habitue à cela. Mais bon, il n'y a pas eu grande surprise, à part le fait que certains ministres ont quitté. Je pense que c'était prévisible pour certains ministres, mais pour d'autres, ça a été quand même une surprise pour d'autres. Vous avez par exemple, il y a 10 ministres qui ont fait leur entrée. Vous avez un gouvernement de façon globale qui atteint près de 40 personnes. 42 on va dire. Voilà, nous sommes, quand vous ajoutez un peu les secrétaires généraux qui ont des rangs de ministres et autres, je pense que nous avons une bonne quarantaine pour un pays qui a à peine 15 millions ou 13 millions d'habitants. Je pense que c'est un tout petit peu trop. C'est trop parce que il faut y voir derrière tout l'argent qui est déboursé
pour l'entretien de ces ministères, pour le fonctionnement de ces ministères, qui souvent font... Peut-on dire que c'est un gouvernement politique? Moussa Moïse Jacques le rappelait ce matin, hein, voilà, il faut le rappeler. C'est un gouvernement politique, bien entendu, puisqu'il y a certains qui ont été récompensés, qui ont mouillé le maillot lors de la dernière campagne pour le référendum et qui ont été donc nommés. Je pense que ces personnes sont plus surprises que nous autres, parce que simplement, elles ne s'y attendaient pas du tout. Je pense que c'est parmi les entrants. Vous avez par exemple d'autres d'ailleurs qui étaient pressés de quitter, hein, voilà, il faut le rappeler, hein, dans le gouvernement. Le ministre comme Mami, bah oui, forcément. Le nouveau ministre de la justice, Yabi. Le nouveau ministre de la justice, Mori, Monsieur Doumbouya, qui était d'abord avocat. On a vu comment il a mouillé le maillot dans la défense du camp présidentiel lors de l'attaque du domicile du président de la République. Ben ça a payé parce qu'après il a été donc nommé agent judiciaire de l'État et voilà maintenant qu'il est bombardé de la justice. Et vous avez donc cette dame qui a également mouillé le maillot, j'ai oublié son nom, je pense qu'elle faisait partie des 500 des 518, si je ne sais plus. Exactement. Donc, elle aussi, elle a été également Nabaya. Elle a été également nommée. Voilà. Maintenant, vous avez au niveau du ministère, moi ce qui m'a un tout petit peu plu, c'est le départ de Maurice Sangaré. Je n'ai absolument rien contre l'homme, mais du côté du ministère de l'enseignement préuniversitaire, il y avait un vide. Il y avait un vide parce que tout simplement... Un manque de leadership peut-être. Nous n'avions aucune vision. En fait, le poste n'enveloppait pas l'homme. L'homme ne collait pas au poste. C'est-à-dire que vous mettez l'un dans l'autre, ça ne collait pas du tout. La mayonnaise n'a pas pris jusqu'à son départ. Je pense que le chef de l'État a bien compris le message parce que les tourbillons dans lesquels ce ministre s'entremêlait, il s'en mêlait les pinceaux lorsqu'il prenait la parole. Je pense que ça a été un choix judicieux que de mettre à sa place qui Docteur Banobari. Je pense que quoi que l'on dise, il était en attente, hein, le monsieur, hein, quand même. Hein, franchement, voilà. Moi, ça m'a pas surpris du tout, hein, la nomination de Bano. Voilà. Ce monsieur, quand même, a prouvé qu'il connaît le domaine, qu'il connaît le secteur de l'enseignement préuniversité. Il connaît le domaine de l'enseignement de l'éducation nationale. Technocrate et politique, ça fait deux, hein, mon cher Moussa. Non, il est moins politique, il est beaucoup plus technocrate. Un poste de ministre, je suis désolé, mais c'est politique d'abord. Au niveau de l'enseignement, je sais que c'est politique, mais au niveau de l'enseignement préuniversitaire. Avec tout ce qu'il a fait quand on voit un petit peu la grève des enseignants ici. Oui, mais Lamine. Non, mais à la base, Lamine, ça démarche. Attends, je n'ai aucun doute sur l'intégrité de l'homme. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas mélanger. Non, je ne mélange pas. Je dis simplement que durant de ce que je sais, même durant cette période de grève, Dr Bano a posé des actes qui n'avaient absolument rien à voir avec une quelconque envie d'arracher un poste ministériel. Il s'en est tenu au fait. Il s'en est tenu au fait. Un travail de terrain a été mené. Il a recueilli les avis, les données qu'il a fait remonter. C'est un travail de tous les jours lorsqu'on est sociologue. On s'en tient aux données, on s'en tient aux enquêtes que l'on mène. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Le chef de l'État a bien compris que le monsieur avait quand même la tête sur les épaules et qu'il pouvait apporter quelque chose. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire est un ministère qui n'a pas besoin de fanfarons politiques, qui a besoin donc d'hommes instruits qui puissent donc dérouler la vision du chef de l'État dans le domaine de l'éducation nationale. Maintenant, au niveau des télécoms, moi j'attends bien, comme l'a dit Roby, d'assister à la passation de service entre Saïd Koulibaly et Moustapha Mamidiabi. Vous savez, le destin, c'est cette faucheuse qui ne prévient pas, mais c'est une leçon de vie. Ce qui se passe au ministère et c'est fait à dessein, hein, sincèrement. On sait que les deux hommes se détestent. Exactement. On sait qu'ils se détestent et il n'y a pas meilleure manière, évidemment, parce que Mami, on le reprochait évidemment de ne pas mouiller le maillot parce qu'il est un peu comme Khalifa Gassama Dabi. C'est pas dans la propagande. Voilà, quand tu es sûr de toi, je suis désolé, hein, Moussa, de dire ça, quand tu es sûr de toi, ben, tu vas pas chômer, hein, parce qu'on a vu le ministre de la Santé ici quand on l'a dégommé. Et il n'a même pas resté 2 ans, hein, et il a trouvé du boulot tout de suite. Il n'a pas chômé. Voilà, alors là, pas du tout. Il n'a pas fait un an. Même pas un an. Voilà, donc c'est un peu ça. Moustapha Mamidiabi n'a pas également facilité les choses pour Saïd Koulibaly. Ça, tout le monde le sait. Il n'a pas. Vous savez, à force de jeter la grenouille, parce que vous la détestez, elle finira dans un marigot. Je pense que c'est ce qui est arrivé pour Saïd Koulibaly. J'espère que l'homme pourra prendre la mesure de la situation en ayant pour objectif que de moderniser le ministère des Télécoms et en luttant pour que toutes ces plaintes, parce qu'il vient trouver des plaintes au niveau des télécoms, que cela puisse changer. Maintenant, au niveau de l'enseignement supérieur, je finis avec ça. Le jeune Kader a sauté. Wow. Le jeune Kader a sauté. C'est vrai, oui. Il a sauté, bien sûr. Mais Lamine, vous savez ce qui se passe? On nous apprend. Qui s'est-il passé? Je me suis un peu renseigné. On nous apprend que Kader est de Mamou. Et que Mamou. Mais c'est n'importe quoi, je suis désolé. Mais excuse-moi, bah oui, Moussa, je suis choqué, sincèrement. Mamou a déjà 4 ministres au sein du gouvernement. Mais électoralement, qu'est-ce que Mamou apporte au régime? Voici la question qui a prévalu au départ de Kader. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Ce jeune a quand même
pu poser des actes. Dans le cas de la lutte contre la Covid-19, moi je ne connais pas Kader. Même moi, je l'ai vu une seule fois au ministère de l'Information. Quand nous étions partis pour la remise des dons. Alors, dans le cas de la lutte, il est quand même à l'origine de la mise en place du conseil scientifique. Il a pu regrouper toute la matière grise dans le domaine de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique autour du chef de l'État dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il n'a fait que 3 ou 4 mois. Mais des actes, il en a posé. Je pense qu'on aurait pu, le temps de la pandémie, permettre à ce jeune de faire valoir, de s'affirmer, de faire valoir ses compétences et ensuite de voir ce qu'il faut faire. Il y avait plus fort devant lui. Mais qu'il parte pour des raisons comme ça. Et vous savez, les clients. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est du pipeau à dire que c'est politique et tout ça, c'est n'importe quoi. Mais le monsieur qui vient, c'est vrai, moi je fais la promotion des jeunes, tous les jeunes ne sont pas bien, certes, mais c'est quand même pas, c'est un combat générationnel. Moi je prends position toujours pour ceux qui sont de la même génération que moi. Quand ils ont de la compétence, quand ils ont une certaine moralité, Kader avait cela. Il pouvait encore continuer à poser des actes. Mais ce qui ne me surprend pas, c'est que au niveau du décret que le chef de l'État a pris, c'est mentionné sur proposition du Premier ministre. Je pense que cette phrase, elle est démagogique, elle doit sauter. Ce n'est pas sur proposition du Premier ministre. Non, c'est pas du tout. Non, mais ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas, de toute façon. Peut-être c'est pour te protéger. Non, pas du tout. Non, mais c'est pour se protéger. Je parle de la présidence, évidemment. On sait tous. Non, c'est le principe. On sait tous. Non, mais c'est ce que je dis, c'est pour se protéger. C'est la formule. Voilà, c'est la formule. Voilà, c'est un peu ça. Une formule creuse. Une formule creuse qui ne pose pas la réalité, c'est de la démagogie. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut faire sauter ça. C'est le président de la République. Il faut assumer. Qui norme. Il faut assumer. Si c'était sur proposition du Premier ministre, nous savons tous que Kader sort du giron de la primature. Il est à la primature depuis le temps de Mohamed Saïd Fofana, faut-il le rappeler. Et c'est pas Kassouri qui l'a amené là, c'est plutôt le PRG qui l'a amené là. Et Kader a quand même pu s'affirmer. Tous les premiers ministres. Mais ce sont les petits de Kassouri quand même. Non, mais il était là avant lui. Tous les premiers ministres qui sont succédés là-bas. On connaît quand même. La compétence, que vous soyez Guirassy, que vous soyez Barry ou quoi que ce soit. Tu me connais, Moussa. Je te dis un petit peu la réalité. C'est qu'on ne dit pas au grand public. Je sais, mais Lamine, si c'était vraiment sur proposition du Premier ministre, il n'allait pas sauter. Je pense qu'il n'allait pas sauter. Donc c'est démagogique tout ça. Le chef de l'État doit comprendre que on ne nomme pas toujours les gens en fonction de leur apport dans le grenier électoral. Après, prendre en compte la compétence comme des personnes, on dit, ce que les personnes peuvent ça c'est la discrétion du président. Voilà, mais ça ne tient pas du tout. Allez-y, mon cher Tamba. Peut-être que j'allais épiloguer sur les raisons bonnes ou mauvaises qui ont motivé à l'installation, à ce micro-remaniement. Peut-être que j'irai peut-être vers cela. J'aurais peut-être posé la question de la compétence, comme Moussa Moïse est en train de l'évoquer. Il est vrai, nous avons salué l'installation de ce conseil scientifique. Ça, c'est également une vérité à pas perdre de vue. Mais à la fin, je dis, je vais retenir ma salive. Parce qu'il n'y a plus que 2 mois. Peut-être qu'ils n'auront que de marge qu'en 3 mois. Au 4e, c'est la fin. On va à ces élections présidentielles. Idéalement, c'est ça. Et c'est ce que personnellement, je crois que je suis censé défendre. Ce qui me dérange, c'est toujours ce calcul politique. C'est ce calcul politique qui prévaut. Souvent, c'est pas la compétence. On a parlé du ministre Bantamasso. Lui, c'est l'intouchable, le petit saut. C'est l'intouchable, l'indéboulonnable. Maintenant, il est mieux. Attention. Là, il est bombardé. Là. Vous voulez faire ce que vous voulez. Il va écraser les gens. Vous voulez dire ce que vous voulez. Il est en paix. Il vous écoute. Là, je crois que si le ministre Bantama il m'écoute maintenant, il est en train de sourire. Lui, mais le petit, là, il se fatigue pas. Oui, donc, lui, donc, vous voyez bien, il y a toujours ce petit calcul politique derrière que le président ne lâche jamais. Surtout en cette période. J'ai vu des gens dire, mais tous ces ministres, ça sert à quoi? Par exemple, il y a 5 ministères qui se partagent un seul domaine. Celui du travail, de l'emploi. Effectivement. Il y a 5 ministères au moins à l'intérieur du même gouvernement qui se partagent le même domaine. Et puis des gens ont dit, mais emploi, et travail, et loi sociale, ainsi de suite, autonomisation, emploi jeune. On dit tout ça là. C'est pas la même chose, personne vulnérable. Finalement, on est tous vulnérables. Ça, il faut rappeler ça au président de la République. On est finalement tous vulnérables. Donc, on se pose la question, mais ça va servir à quoi? Est-ce que le président de la République n'a pas lu ces mots? Est-ce que le Premier ministre n'a pas lu ces mots? Mais la réponse, elle est bien simple.
le président de la République ratisse large. Il fait en sorte de savoir beaucoup d'alliés dans la perspective de ce que nous savons qui va arriver bientôt. C'est-à-dire qu'éventuellement, un maintien au pouvoir du professeur Alpha Condé va demander qu'il y ait beaucoup de bras qui viennent soutenir l'initiative. Et donc, je pense que c'est dans cette perspective que c'est lancé. De l'autre côté, et c'est le deuxième volet que je veux souligner, il faut quand même noter une légère féminisation de la nouvelle équipe. Il y a jusqu'à 4 femmes qui arrivent à des portefeuilles ministériels. L'autonomisation des femmes, surtout l'énergie, le ministère de l'enseignement technique et du travail, de la fonction, je crois que c'est l'enseignement professionnel et du travail. Là également, c'est une femme qui arrive. Donc il y en a au moins 4. S'il y avait quelque chose à saluer, de mon point de vue, ce serait de dire, ah ben bravo, on est en train d'aller vers cette féminisation qui a souvent été dite. Et je ne terminerai pas bien si je ne disais pas que moi, en tant que observateur de cette scène politique, et même aussi, il faut aussi le reconnaître, ancien étudiant de Dr Bano, c'est un plaisir parce que je connais cet homme. Je crois que s'il avait plus de temps, et c'est toute ma déception, il n'a pas eu assez de temps à la tête du département du ministère de l'éducation nationale, l'alphabétisation. C'est un domaine qu'il connaît bien. C'est pareil pour Oumar Saïd Koulibaly. On a vu sa galère, on a vu ses misères sous Mami Diaby. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Et je rappelle encore cette parole de Bano lui-même qui dit « Ce n'est pas quand on vous nomme ministre qu'il faut apprendre à l'être. C'est avant. Quand on vous nommera, vous déroulerez votre programme managérial. J'imagine qu'il va bien s'y prendre. Allez-y, Jacques Lewalino. Il y a quand même des calculs, mais au-delà des calculs politiques, il y a peut-être de manière pratique une réflexion qui a permis à l'arrivée de certains. Je crois pour Mami Diaby, vous l'avez dit vous-même, lui-même il sentait déjà son départ. Donc c'était il était pressé de partir d'ailleurs. Le fait que ce soit Oumar Saïd qui arrive, il connaît la maison, il y a à espérer que les télécoms vont s'améliorer. Maintenant pour Bano Bari, il faut quand même reconnaître, au-delà de ce qu'on lui reconnaît bien entendu, le talent et puis la connaissance du domaine de l'éducation de notre pays. Il y a que son rôle dans la gestion de la grève du SLEG n'a pas été fortuit. C'est un rôle important. Il a permis que le SLEG lui-même se mette dos au mur. C'est-à-dire que au départ, la démarche du gouvernement, c'était de combattre le SLEG. Mais avec Bano, c'est le SLEG lui-même qui a grillé sa carte et puis tout est fini parce que c'est lui qui a fait le choix du recensement, c'est lui qui a fait... il a participé à la... comment on appelle ça à la sélection, non, à l'enregistrement des fonctionnaires. Et finalement, ça donnait le résultat que ça a donné et c'est finalement terminé. Je crois que derrière, peut-être le président s'est dit, tenez, je crois que c'est bien de le mettre face à ces syndicalistes pour que nous ayons moins de difficultés. Maintenant, politiquement, il y a quand même des véritables militants qui sont arrivés. On parle de Balo au niveau de la fonction publique. On parle de Beavogui qui est un peu Hawa Beavogui qui est un peu récompensé pour son père parce qu'on parle de son père, un certain Fassinet Beavogui, qui a donc connu la même galère en 98 que le président Alpha Condé. Donc le président, d'une certaine façon, il récompense comme ça, comme un certain Marc Diop à un moment donné. Il récompense les fils pour leur père. Donc il y a ce choix-là qui est naturellement fait. Et je suis d'accord avec, bien entendu, ce qui a été fait au niveau de l'enseignement supérieur. Puisqu'on sait pertinemment qu'il ne reste plus assez de temps pour que le gouvernement puisse, bien entendu, partir, quel que soit ce qui va se passer par ailleurs. Il faut clairement dire qu'il ne nous reste plus assez de temps. Je crois qu'il était important, dans les conditions actuelles, de ne pas déranger assez ce département. Pour l'éducation nationale et de l'alphabétisation, on peut comprendre, mais pour l'enseignement supérieur, il y a quelqu'un qui avait envie de donner, de montrer ses preuves. Je crois qu'il était important de le laisser faire. Parce que, bon, c'est vrai que celui qui arrive est aussi de l'enseignement supérieur parce que lui, il est universitaire, mais c'est assez difficile d'arriver à un département comme ça, de prendre des initiatives et de pouvoir les mettre en œuvre en si peu de temps.
Voilà le problème qui risque de se poser pour, je crois, Boubacar Oumar Bangoura. Ouais, ça m'étonne pas. Allez, je disais simplement que... Non, mais en fait, il est content. Moussa est content parce que quand on parle de haut représentant, c'est toujours de là que... Non, c'est là que j'allais en venir. Justement. J'allais en venir. Alors, ce que je souhaitais dire, c'est que Kader, il ne faut pas se voiler la face. Il a été sacrifié à cause d'une seule raison. Ce qui se dit, c'est que Kassori place ses petits, entre guillemets, pour préparer la succession du président Alpha Condé. Et M. Alpha Condé n'aime pas entendre ça. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Et il y a le haut représentant, si tu te permets. Salafani qui est arrivé. Salafani, c'est vraiment... Oui, c'est les petites. C'est les petites des Kassori. Ça, c'est une dame des Kassori. Non, mais bien sûr. Ben oui, elle était de... Oui, mais vous voulez le parti de Kassori. Vous voulez quoi à la fin? Et ce qu'on ne devrait pas oublier, c'est bien cela. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Claude Kori Kondiano, est fait haut représentant du chef de l'État, comme Sidia Touré l'était. À l'évidence, le président de la République a une préférence bien exprimée, bien marquée, et on la sait désormais. Qui sait, peut-être ça serait autour de Moussa Moïsi, là. Au royaume des Nabo, je suis un roi. Bien. Allez. Vous restez avec nous dans la deuxième partie, mesdames et messieurs, de cette émission. Nous partirons du côté du Mali, évidemment. On reviendra avec d'autres sujets pour votre plaisir. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Ici, vous êtes chez les GG et on assume tout. Certains disent que nous ne sommes pas une chaîne guinéenne. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous, savez-vous vraiment qui nous sommes? Les valeurs que nous défendons. La liberté. La liberté d'expression. Et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui fait la Guinée. Et nous en sommes fiers. Et si vous veniez voir par vous-même? Nous sommes la Guinée. Nous sommes Adafo Média.